Bien, mes chers collègues, Monsieur le Président, l'objet de l'audition de cet après-midi est de vous entendre, Monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, accompagné de Monsieur Luc Smessart, vice-président et président de la commission sociale et fiscale. En réalité, je ne crois pas que votre audition nécessite une longue introduction, Monsieur le Président. Depuis la crise agricole de février dernier, depuis une forme de réveil de l'ensemble des pouvoirs publics, disons-le, de nous-mêmes aussi, depuis les questions de revenus, de normes, d'injonctions parfois contradictoires, de concurrence parfois inéquitable que vivent les agricultrices et les agriculteurs de France, qui se sont largement exprimés, indignés, et leur colère est évidemment arrivée jusqu'à nous. Depuis les mesures annoncées, mises en œuvre par le précédent gouvernement, la loi d'orientation et d'avenir agricole proposées ont marqué des avancées concrètes qui ont été interrompues par la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis, d'autres difficultés se sont ajoutées. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner la question de la filière viticole, du blé, de l'élevage et des crises sanitaires qui sont actuellement en cours et qui marquent extrêmement fortement, de manière conjoncturelle, mais sans doute pour longtemps aussi, les filières partout sur notre territoire. En un mot, vous dire que nous comptons bien dans cette commission rattraper le temps perdu avec, vous l'avez constaté aujourd'hui, le lancement d'une mission d'information sur les abattoirs et la filière économique de l'abattage en France, la poursuite de la mission d'information sur la filière vitivinicole, la poursuite de la mission d'évaluation sur Egalim 2 et j'espère que nous pourrons les entendre rapidement, les travaux de nos précédents collègues Anne-Laure Babot et Alexis Isard qui avaient mené une mission sur la question des prix et des revenus et de la formation des prix, notamment en matière agricole. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que comme vous avez travaillé, je crois, cet été à un certain nombre de propositions. Nous sommes évidemment à votre écoute aujourd'hui pour les entendre et les travailler dans les délais les plus restreints. Et nous entendrons, je le précise évidemment, mais les collègues sont au courant, dans les prochaines semaines, l'ensemble des autres syndicats agricoles. Je vous remercie donc d'être venu dans des délais aussi brefs et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre invitation. Je voudrais évidemment vous saluer toutes et tous, mesdames et messieurs les députés, vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. J'avais eu l'occasion de venir m'exprimer devant cette commission le 10 avril de cette même année, à un moment où nous étions en pleine préparation du projet de loi d'orientation agricole. On sait ce qu'il en est advenu. Et donc tout l'intérêt de cette nouvelle invitation, Monsieur le Président, c'est de refaire le point sur la situation. J'ai compris que j'avais une dizaine de minutes, donc je vais essayer d'être assez bref, puisque j'ai compris que c'était essentiellement des questions qui convenaient sur les questions qui convenaient d'échanger. Depuis que nous sommes venus, je m'autorise un rapide, pour poser la situation, un rapide tour. Il reste un peu moins de 400 000 exploitants agricoles dans ce pays, dont 100 000 ont une production brute standard inférieure à 25 000 euros. Nous avons une pyramide des âges qui conduira mécaniquement, si je puis dire, à un renouvellement important des générations dans les 5 à 7 ans qui viennent, avec le départ de près de 50% de nos collègues, ce qui signifie que le paysage va en être bouleversé et que, évidemment, pour nous, il y a, et c'est le ferment de notre engagement, trois choses qui comptent dans la vision de la FNSEA. La première, évidemment, se tient autour de la question du revenu et de la compétitivité de nos fermes, où qu'elles se trouvent sur le territoire et quels qu'en soient les différents modèles. Et une ferme reste une entreprise, quelle qu'en soit sa taille. Évidemment, si l'agriculteur ou l'agricultrice, à la fin de l'année, n'est pas capable d'avoir un compte de résultat positif, on raconte l'histoire qu'on veut, on peut parler de la transition qu'on souhaite. Il se trouve que, évidemment, l'entreprise ne demeure pas. Le deuxième, c'est évidemment celui de l'attractivité du métier et du renouvellement des générations. Il faudra qu'on puisse parler positivement de ce métier parce qu'il a aussi de belles valeurs et de belles qualités à faire valoir. Pour autant, encore une fois, que le point numéro 1 soit achevé. Et donc, on a besoin, dans les 10 prochaines années, de faire en sorte que ce métier soit promu au niveau des jeunes générations, avec des profils agricoles ou des profils non issus du milieu agricole. En tous les cas, faire en sorte qu'on ait de nouveaux talents qui viennent nous rejoindre. Et enfin, on a besoin, évidemment, de continuer à exprimer auprès de la société ce qu'est l'intérêt de la souveraineté alimentaire et de la production en France, pour tout ce qui concerne évidemment la question alimentaire, la question agroalimentaire, mais aussi tous les périphériques, si je puis dire, la production d'énergie demain, les aménités positives qu'offre ce métier. Et pour ça, encore faut-il en avoir conscience, et c'est tout le sujet
du positionnement du prix de nos produits, de la question de l'accès, du pouvoir d'achat d'un certain nombre de Français, de la précarité alimentaire que vous rencontrez dans vos circonscriptions et qui sont autant de questions que nous nous posons. Et donc cette agriculture, on la veut ni déconnectée, ni coupée des réalités de la vie, mais entre la nécessité de vivre de son métier, la nécessité de pouvoir se projeter pour attirer des talents et de continuer à expliquer pourquoi notre modèle de production agricole si diversifié en France a une raison d'être. Il faut pour ça qu'on réponde à un certain nombre de questions. C'est ce que nous avons voulu porter depuis le printemps. Donc, vous vous souvenez des panneaux retournés, du On marche sur la tête, des mouvements qui ont été menés partout en France. Et je le dis avec y compris des gens qui sont parfois éloignés de l'engagement syndical, beaucoup de jeunes, des gens qu'on n'avait jamais vus, en tous les cas une prise de conscience très globale, avec un soutien, me semble-t-il, massif de l'opinion publique pour expliquer en quoi continuer à conserver une agriculture performante dans ce pays avait du sens, à la fois pour la production, à la fois, encore une fois, pour tout ce qu'elle porte autour des modèles de changement, des défis, du changement climatique, évidemment, de la restauration de la biodiversité, des sujets de moyens de production, que ce soit l'eau, que ce soit les produits phyto, que ce soit les semences, enfin, autant de sujets qui nous importent. Alors, fort de ce constat, on avait posé là aussi trois piliers qui nous paraissaient évidemment importants. C'était la question du sens et de l'engagement du métier. C'est tous les sujets autour de la mise en route, y compris des décisions qu'un certain nombre de parlementaires ont pris. Je prends l'exemple des retraites que le Parlement, enfin en tous les cas l'ancienne mandature, avait voté à la majorité des députés et qui, au moment où on se parle, n'est toujours pas mise en œuvre et qui attend qu'une forme d'équité puisse se mettre en place, puisqu'aujourd'hui, pour un agriculteur avec une carrière complète, on parle d'une retraite de l'ordre de 1 000 euros. Et je vous passe les retraites indigentes des conjoints collaborateurs ou des pensions de réversion qui sont évidemment pas au niveau de ce qu'est l'engagement et l'équité qu'on peut attendre dans notre pays. C'est toutes les questions autour de la compétitivité et nous l'avions très tôt dénoncé, considérant que notamment le projet de loi d'orientation agricole qui avait été proposé aux parlementaires n'abordait peu ou pas les questions de la compétitivité et notamment absolument pas les questions fiscales. Je vois que ça n'a pas guère avancé depuis, mais en tous les cas c'est un sujet central pour nous, faire en sorte qu'on puisse trouver les modalités. Donc nous l'avions dit, il y avait un certain nombre de sujets qui nous convenaient, l'agriculture reconnue comme d'intérêt général majeur, les sujets ayant trait à l'installation et à la transmission, mais qu'il y avait beaucoup de sujets qui n'étaient pas portés, les phytos, l'agrivoltaïsme, Egalim, enfin voilà, donc autant de sujets qui nous semblent importants. Et nous avons constaté, comme l'ensemble des Français, que la décision du chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale avait conduit à la suspension des travaux législatifs qui avaient été menés, avec un vote en première lecture sur cette loi, et donc l'arrêt total de l'ensemble du mouvement. Si je le dis, c'est parce que au moment où nous nous trouvons, nous avons d'abord fait le constat qu'il y avait une forme de très grande frustration dans le monde agricole, avec le sentiment que un certain nombre d'engagements pris au printemps n'étaient pas au rendez-vous. Alors, j'essaie d'être équilibré. Il y avait quand même des mesures qui avaient été prises qui vont dans le bon sens pour les exploitations agricoles. Je pense notamment à celle concernant le GNR, qui s'est mis en application au mois de juillet. Et aujourd'hui, n'importe où sur le territoire, quand vous achetez un litre de gasoil non routier, vous avez cette remise immédiatement sur votre facture qui évite de l'administratif, si je puis dire, qui favorise la trésorerie des exploitations et facilite la vie des agriculteurs. Et ça, c'est une avancée, et donc il faut le faire. En revanche, un certain nombre de mesures annoncées par le Premier ministre à l'époque ne sont pas rentrées en application. Elles concernent le législatif pour ce qui concerne la PLOA, mais ça, vous avez suivi, mais aussi tout un tas de sujets réglementaires. Par exemple, le contrôle unique dans les exploitations qui avait été promis pour l'été n'a pas été mis en œuvre. Et je rappelle qu'aujourd'hui, n'importe quel agriculteur ou agricultrice de ce pays peut subir de 35 à 40 contrôles différents. Je m'empresse d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'échapper au contrôle normal de l'utilisation de l'argent public, mais quand vous êtes un agriculteur et que vous avez parfois 3, 4, 5 contrôles dans une année, avec le caractère anxiogène de ces contrôles, c'est pas complètement logique, et il y a suffisamment d'agriculteurs pour que tous les corps de contrôle puissent faire leur boulot, sans surajouter ce type de problématique. Voilà, donc je prends quelques exemples, on pourra creuser si vous le souhaitez. Et derrière, et c'est ce qu'on mesure aujourd'hui, et il se trouve que j'étais ce matin au SPACE à Rennes, qui est le premier grand salon de la rentrée, si je puis dire, et qui concerne notamment les sujets d'élevage du Grand Ouest. La question autour de la simplification reste une question absolument centrale dans le dispositif. Qu'est-ce qui fait que
on peut faciliter la vie de nos exploitations et ça ne coûte pas un centime au budget de la nation, dont on sait qu'en ce moment, il est très challengé, mais chacun son job, ça, ce sera le vôtre, même si on a des idées à vous soumettre. Alors, ça, c'était le printemps. Il se trouve, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, que l'été, mais ça c'est la vie d'une exploitation agricole, a été peu propice pour des raisons qui tiennent au climat dans un certain nombre de régions, avec des constats marqués, la plus faible récolte de blé depuis plus de 40 ans dans notre pays, des vendanges qui ont lieu actuellement, qui laissent à penser qu'on aura une diminution de l'ordre de 20%, je n'ergote pas sur les chiffres, et puis un sujet sanitaire qui nous a frappé en plein été et qui concerne une grande partie du territoire et quasi tous les élevages, avec cette fameuse FCO, qu'elle soit de sérotype 3 au nord de la France, mais qui est déjà bien largement descendue, de sérotype 8 dans le sud de la France, avec des mortalités qui sont importantes. Et puis la MHE, cette maladie qui concerne les bovins, que nous avions dans le sud de la France, mais qui s'est très largement déployée depuis. Enfin, le retour de la grippe aviaire avec quelques cas de résurgence, notamment en Bretagne. Ce constat, il amène évidemment les agriculteurs à se poser des questions. À court terme, j'y reviendrai. Et puis enfin, après le côté très structurel dont j'ai parlé, le côté conjoncturel de l'été, le constat que la situation politique que chaque Français observe est pour le moins indécise, en tous les cas peu claire pour les agriculteurs, et qui donc qui s'interrogent sur est-ce qu'on aura une loi, de quelle nature, dans quel délai, est-ce qu'on aura un projet de loi de finances, est-ce que ce projet de loi de finances reprendra les promesses qui avaient été engagées au printemps sur une mesure pour les bovins, sur de l'épargne de précaution, sur l'installation et la transmission, enfin tout autant de sujets qu'on pourra aborder avec vous. Tout ça rend évidemment beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déceptions, mais je pense que vous avez ces échos dans vos circonscriptions. Et le sujet se traduit pour nous donc, si je me projette maintenant, en deux effets. Un effet de très court terme, qui consiste à dire que nous avons besoin de financement dans nos exploitations parce que le monde agricole, et je l'ai communiqué de la sorte, a besoin en ce moment d'un PGE. Au moment de la Covid, le monde agricole n'a absolument pas eu accès, enfin, ou eu besoin d'avoir accès à ce type de produits. C'est le moment dans lequel nous sommes. Évidemment, ce financement des cycles d'exploitation, hein, sujet de trésorerie, sujet d'accompagnement, sujet d'indemnisation, notamment des pertes concernant les FCO, la MHE. Et puis, le sujet numéro 2 d'urgence, c'est la nécessité d'obtenir des vaccins concernant l'élevage, parce qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, il y a des shorts de vaccins, il y a des manques de vaccins, et que quand vous êtes éleveur et que vous voyez la pandémie soit vous frapper, soit se rapprocher de vous et que vous voulez agir, ben, la plupart des cas, vous n'avez pas les vaccins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas nulle part, je dis que c'est de manière très inégale et que pour un certain nombre de vaccins, c'est difficile. Ça, c'est la FCO. Pour la MHE, les vaccins vont arriver avec 2 millions de doses qui ont été acquises par l'État au mois d'août. C'est une bonne nouvelle. Mais comme ces 2 injections, ça concernera simplement 1 million de bovins, et au moment où on se parle, c'est trop court. Alors, on est conscient que le fabricant, qui est un fabricant français, et je me réjouis d'investissements dans l'innovation et la recherche qui a aussi été fait en France, aujourd'hui n'est pas capable d'en délivrer plus. Voilà, donc l'urgence, c'est financement des cycles d'exploitation dans tous les domaines et dans tous les territoires, et possibilité d'avoir des vaccins. Ça, c'est tout de suite maintenant. Deuxième chose, c'est qu'ensuite, il faudra répondre à la vision politique, évidemment au niveau national, et c'est tout ce qu'on attend dans le cadre de la loi. Alors, faisons le constat que, et nous l'avions dit, cette loi avait un certain nombre d'avancées, mais ne nous paraissait pas complète, je l'ai indiqué. Nous avons mis, après le choix de la dissolution faite par le président de la République, notre été à profit pour dire finalement, puisque nous pensons que les corps intermédiaires ont du sens et que notre rôle, c'est pas être simplement dans le commentaire, mais qu'on veut être des acteurs de la manière dont on construit notre avenir, nous avons mis avec les jeunes agriculteurs à profit l'été, si je puis dire, pour être capable de proposer un texte de loi que nous avons appelé Entreprendre en agriculture, qui reprend l'intégralité des sujets qui ont été abordés depuis le début de l'année, ceux qui étaient dans le texte et ceux qui n'y étaient pas et qu'on aurait voulu voir. Je précise tout de suite qu'il y a 2 volets qui n'y sont pas, mais qui est un choix que nous assumons. C'est le volet concernant le foncier, parce qu'il n'y était pas au départ. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, pour couper court tout de suite à des interrogations, mais en tous les cas, il n'est pas dans ce texte. Et la deuxième chose, c'est le statut de l'actif agricole, parce que ce statut sera discuté au niveau européen dans quelques semaines. Et donc, nous avons fait le choix, pour éviter d'avoir un texte dans lequel il y aurait de trop nombreux articles, de ne pas les mettre.
je redis que c'est un sujet sur lequel nous souhaitons évidemment continuer à travailler. Donc nous avons apporté ce texte, nous avons communiqué dessus, il est à la disposition de chacun. Je le dis tout de suite, c'est pas un sujet de savoir si c'est clé en main, pas clé en main. Ceux qui font la loi, ce sont les parlementaires, c'est très clair pour nous. Mais après tout, notre rôle, c'est aussi d'être des contributeurs à ce qui peut se passer. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour terminer mon propos, je laisse donc Luc Messard, qui a suivi le projet, vous décrire les 6 points qui sont là. En tous les cas, puisque la question m'est posée très souvent les journalistes, alors cette question, est-ce que vous allez ressortir rapidement sur le terrain ? Je veux dire que notre rôle à nous, c'est pas d'être en permanence sur le terrain, en tous les cas de la manifestation. Notre rôle à nous, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et donc, on en propose, elles sont sur la table, elles sont à la disposition des parlementaires. On attend évidemment avec impatience d'avoir un gouvernement, parce que d'expédier les affaires courantes pendant 3 mois, ça ne nous permet pas d'avancer. Et le monde agricole a été tout l'été sur la brèche, et que si le constat au terme du mois et demi qui vient, c'est que rien n'a bougé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, évidemment, personne ne sera surpris que le monde agricole se dise à nouveau que, n'ayant pas été entendu, il est légitime à utiliser son droit de manifester. Mais encore une fois, pour nous, ce qui compte avant, c'est de travailler, c'est de faire en sorte de trouver des solutions, et puis ensuite, chacun prendra ses responsabilités, nous prendrons les nôtres. Merci, monsieur le vice-président, allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, cette loi entreprendre en agriculture, on le met sur la table. Et oui, j'espère que vous en ferez de bon usage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester avec notamment la une loi qui est en suspension aujourd'hui. Je peux dire que dans le quotidien de nos exploitations, il y a une vraie attente dans les fermes après les engagements et du Président de la République et du Premier ministre, et sur lequel on a repris, comme l'a dit Arnaud, 6 points. Le premier, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on a porté tous ensemble, cette notion de souveraineté alimentaire, la production. Et finalement, encore la semaine dernière, le nouveau Premier ministre appuyait sur le fait que la nécessité de produire sur nos territoires, et je crois que c'est indispensable. Donc, avec ce qu'on disait, c'est toute la notion d'intérêt général majeur, c'est toute la déclinaison, comment on fait pour justement, avec des vrais indicateurs, pour renverser les courbes de beaucoup de production dans beaucoup de filières sur lesquelles, quand on importe 50% de notre alimentation, je crois qu'il y a urgence. La deuxième partie, c'est tout ce qui est lié à l'accompagnement sur les transitions. On le voit bien, cette année 2024 est encore marquée par justement par rapport à ce changement climatique. Les agriculteurs ont travaillé à ciel ouvert, donc on a vraiment besoin que ce soit du sanitaire, du climat. Une année c'est la sécheresse, une année c'est l'excès d'eau, et il faut absolument qu'on puisse, sachant que il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs, et puis en même temps aussi ils sont solutions, c'est-à-dire que notamment sur le captage du carbone, là on peut trouver ensemble des solutions et on peut porter des éléments. La troisième partie, elle est essentielle, elle n'était pas dans la LOA, c'est tout ce qui est lié aux revenus. Monsieur le Président, vous parliez de ce qui a été fait par Madame Babot et Monsieur Alexis Isard sur les Galim, le rapport qui avait été remis fin juin. Il est important que justement cette loi Egalim soit appliquée dans pleine et entière, c'est indispensable. Mais derrière ces éléments de la prise en compte de la matière première agricole, des coûts de production, c'est tout ce qui est lié à la compétitivité, et c'est indispensable. On l'avait regretté dans la LOA. Je crois que tous ces éléments-là, et ça passe par des éléments qu'on va retrouver dans le projet de loi de finances, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Arnaud a fait quelques allusions. C'est justement l'épargne de précaution pour faire de la gestion pluriannuelle. Quand on a fait une bonne année en 2021, 2022 ou 2022, 2023 selon les productions, la capacité justement de pouvoir mettre de côté. Quelques agriculteurs, voilà, on est un peu plus de 30 000 à avoir fait cette épargne de précaution qui est nouvelle, hein, puisqu'elle elle a évolué surtout en 2019. Donc des éléments par rapport à ce point-là, des éléments par rapport à la taxe foncière non bâtie, ça reste, il y a eu un travail de fait sur les taxes à la production, c'est une vraie taxe à la production, donc comment on avance? C'est la mesure élevage pour éviter cette décapitalisation qui est en route, comment on fait pour limiter cette décapitalisation et continuer cette production? Et puis toute la quatrième et la cinquième partie, c'est tout ce qui est lié à l'attractivité et au renouvellement des générations. On doit installer le maximum d'agriculteurs dans les 5 à 10 ans, puisque il y a à peu près la moitié des agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite. Donc comment on fait? Et donc c'est tout ce qui était dans les textes et sur lesquels on était complètement en accord dans la loi d'orientation agricole, tout ce qui est lié justement, ce qui permet à ceux qui vont transmettre les 150 000, 160 000 agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite, comment par des éléments liés à la fiscalité, liés à des éléments de plus-value. Donc on pourra revenir sur le sujet, mais en tout cas c'est indispensable. Comment aussi on accompagne mieux sur la formation initiale, mais la formation continue. Comment on fait aussi, loi entreprendre en agriculture, c'est aussi la gestion, qui est des modules qui sont importants dans une exploitation agricole, donc on puisse porter
ces éléments-là pour justement derrière dégager du revenu. Et puis le dernier point, le dernier axe, Arnaud en a fait allusion, mais il est indispensable, c'est cette fameuse simplification que les Français en appellent de tous. On l'a porté. Il y a eu 2500 propositions qui sont montées de tous les départements en janvier-février par les préfets, qui sont sur la table aujourd'hui. Il faut que ça serve. Et il y a une partie, de temps en temps, je pense qu'il y a certains textes qu'on pourrait peut-être se passer. Il y a des fois où il faudra alléger, puis il y a des fois où il faudra surtout les adapter pour éviter ces injonctions contradictoires qui nous fait qu'aujourd'hui, il y a des dates où on doit respecter, mais en même temps, on doit faire des choses qui nous sont complètement contradictoires. Finalement, on finit par faire ce qu'on peut. Vous avez de la chance, c'est que les agriculteurs ont encore du bon sens. Donc, ils font pas n'importe quoi. Mais à un moment donné, quand on fait ce qu'on peut et on écrit ce qu'on doit écrire, je peux vous dire qu'on est complètement perdu. Et c'est là que, justement, pour remettre le bon sens à l'endroit, c'est ce qu'on a voulu avec cette loi Entreprendre Agriculture. Je pense qu'avec ces éléments-là, on a de quoi, justement. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'en saisisse tous, que vous en saisissiez rapidement. Il y a urgence, parce qu'au-delà de ce qu'a dit Arnaud sur le conjoncturel, il y a besoin d'une vision, de porter ces éléments-là. Et puis, je pense que le soutien des Français durant nos manifestations ont montré que les Français sont derrière nous parce qu'on a besoin de produire notre alimentation chez nous. Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction particulièrement claire. On va passer donc aux orateurs de groupe. Je vous rappelle que chacun dispose librement de 4 avec le groupe RN, avec Madame Hélène Laporte. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Rousseau pour cette audition. Personne ici n'en disconviendra, l'agriculture française traverse aujourd'hui une crise profonde et généralisée. Nos filières animales sont exsangues, c'est le cas de notre filière bovine, dont le cheptel a perdu 2 millions de têtes depuis 2016. Notre filière avicole, alors que plus d'un poulet sur 2 consommé en France est importé. Notre filière de fruits et légumes accuse aujourd'hui un déficit record de 5 milliards d'euros, ce qui correspond à un doublement sur la décennie écoulée. La crise concerne aussi notre viticulture, alors que le plan d'arrachage gouvernemental, qui fut malheureusement la seule réponse à la perte de marché de nos vignerons, et mon département du Lot-et-Garonne en est lourdement impacté, va concerner 100 000 hectares de vignes. Et même le secteur céréalier est à la peine cette année, avec une baisse de 25% de la production de blé tendre. Au-delà des aléas climatiques et de la mutation des habitudes alimentaires, tous ces exemples sont surtout autant d'illustrations accablantes d'un mal profond qui nous frappe. L'agriculture est accablée de normes administratives et environnementales chaque année plus restrictives. Nos filières sont dans le même temps tenues de faire face à une concurrence de production étrangère contre laquelle il est illusoire d'imaginer une compétition équitable. Et malgré tout, dans ce contexte désastreux, continuent les négociations avec le Mercosur, vous n'en avez pas parlé. Elles ont repris au cours de ce mois de septembre et malgré l'opposition unanime du monde agricole, il y a un accord commercial qui pourrait être conclu avant la fin de l'année, qui va mettre nos exploitations familiales françaises en concurrence brutale avec le mastodonte agricole brésilien. Le Brésil, je rappelle, qui est le premier exportateur mondial de viande bovine et de poulet et le premier consommateur mondial de produits phytosanitaires. Le Brésil, malheureusement, ne s'encombre d'aucune des normes que doivent respecter nos producteurs et il est clair que l'ensemble du monde agricole doit faire entendre sa voix et maintenir une pression maximale sur le gouvernement français et sur les institutions européennes pour empêcher la conclusion de cet accord. D'ailleurs, j'ai déposé une proposition de résolution en ce sens. Chaque nouvel accord, on peut le dire, de libre-échange, c'est toujours un coup de massue au niveau du monde agricole. Il y a des filières entières qui disparaissent. Quels vont être vos axes de mobilisation à ce sujet? Ça, c'est très important pour qu'on puisse donner après un retour au niveau des agriculteurs. De plus, vous en avez parlé, la loi d'orientation agricole, elle n'a répondu que très imparfaitement aux demandes du monde agricole. Il y a eu certes quelques aménagements, mais il n'y a pas eu de réponse sur les accords de libre-échange, sur les surtranspositions, sur la fragilité croissante du revenu des agriculteurs ou encore la faiblesse des exigences d'information du consommateur. Et tous ces paramètres, c'est ce qui fait le revenu de l'agriculteur. On déplore par ailleurs l'alourdissement supplémentaire de la pratique agricole qui a été imposé par le recours obligatoire à une nouvelle structure d'accompagnement et de conseil pour tout candidat à l'installation ou encore l'instauration d'un diagnostic modulaire. Nous avions voté contre ces dispositions. Donc j'ai entendu vos réponses, notamment par rapport à cet examen sur la LOA. On espère bien sûr qu'il va revenir, mais vous parlez que le foncier n'est pas un sujet. Moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est au niveau des agriculteurs, le foncier, c'est un sujet dont on doit parler, mais rapidement. On ne peut pas toujours le mettre de côté en se disant on verra plus tard. Donc voilà, j'aimerais un petit peu vos retours, donc s'il vous plaît, sur le Mercosur et également sur la loi d'orientation agricole. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Président. 1 minute. Alors, sur le Mercosur, évidemment, j'en ai pas parlé, mais je pense que la situation est connue et la position, en tous les cas, de la FNSEA est connue.
Nous sommes hostiles au Mercosur, considérant que cet accord est un ancien accord et que l'équité n'est pas respectée, qu'il n'y a pas de clause miroir, il n'y a pas de réciprocité et qu'on ne peut pas supporter 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaire importée. Mais puisque vous parlez du Mercosur, j'ai un deuxième sujet qui nous préoccupe beaucoup. Alors, je souhaite qu'en tous les cas, la France continue à s'opposer et j'ai compris que le nouveau Premier ministre entendait utiliser le veto de la France. Le fera-t-il? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce qu'il a dit. Un deuxième problème que vous n'avez pas abordé, mais qui m'inquiète beaucoup, c'est la réaction de la Chine face à ce qui se passe sur les véhicules électriques. Et je le dis, le cognac va être frappé de près d'1 milliard d'impact, avec le risque d'une taxe qui monterait à 39%. Et donc, on a eu des échanges avec un certain nombre de sociétés de cette région. Le cognac, c'est une chose, mais il y a aussi les produits laitiers et le porc aujourd'hui, qui est aussi concerné par cette démarche. Et évidemment, si l'Europe assume de dire qu'elle veut lutter contre ça, il faudra aussi qu'elle dédommage les secteurs entiers qui seront impactés. Donc, sur le Mercosur, on est très clair. On a un petit problème, je vous le dis, c'est que le prétendu, en tous les cas, le nouveau commissaire putatif, je le dis parce qu'il faudra qu'il passe devant le Parlement pour être est plutôt favorable au Mercosur. Donc ça, il va falloir qu'on ait une discussion. Donc on l'aura dès qu'on pourra le rencontrer. Parce que ce sujet est d'abord un sujet européen. Merci, et puis un mot sur le foncier, comme je vous l'ai indiqué, c'est pas un sujet qu'on écarte. Je dis qu'on a volontairement pas mis là parce que sinon on avait des articles dans tous les sens, mais on est très conscient. Je ne me cache pas sur le fait que voilà. On pourra poursuivre. On y reviendra bien sûr. Dans les questions sans doute. Pour le groupe EPR, Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FNSEA, merci pour votre présence devant notre commission. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je voudrais rappeler notre attachement à notre agriculture et à nos agriculteurs dont le travail est indispensable pour nous nourrir, pour entretenir nos paysages et aussi pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En début d'année, nos agriculteurs ont exprimé leur colère face à la baisse de leurs revenus, l'augmentation des charges, l'empilement des normes liées à une réglementation trop complexe. Ils ont demandé au gouvernement des mesures concrètes et rapides. Le gouvernement, dirigé alors par le Premier ministre, M. Gabriel Attal, a pris et annoncé une série de mesures telles que le soutien à la trésorerie des exploitations les plus en difficulté, l'abandon de la hausse du prix du gazole non routier, le versement des aides de la PAC au 15 mars, un plan Éco-Phyto 2030 mieux et plus concerté, un travail entrepris aussi pour aller vers une amélioration des retraites agricoles. Ces mesures d'urgence sont nécessaires mais ne sont pas suffisantes. Face aux nombreux défis que doit relever la ferme France en matière économique, de résilience face au changement climatique, de transition écologique et de renouvellement des générations, nous devons privilégier une réponse structurelle. Dans ce contexte, la priorité de notre groupe est double: la protection de nos agriculteurs et la préservation de notre souveraineté alimentaire. Une première étape a été franchie avec le débat et l'adoption par notre Assemblée du projet de loi d'orientation agricole en mai dernier. Nous souhaitons la poursuite de l'examen de ce projet de loi d'orientation au Sénat au plus vite. Notre volonté, c'est aussi de poursuivre le travail de simplification et de tout faire pour assurer la compétitivité des exploitations qui sont confrontées aux aléas économiques, sanitaires et climatiques. Monsieur le Président, nous avons pris connaissance de votre projet de loi Entreprendre en agriculture, dont vous venez de rappeler les principaux objectifs. Je pense que nous pouvons travailler donc à ces dispositions. Notre groupe, en tout cas, y est prêt. Nous pensons plus particulièrement à la disposition autour de la création de livrets d'épargne souveraineté agricole, l'abrogation de la séparation vente-conseil pour les phytosanitaires, l'augmentation des sanctions en cas de non-respect des lois Egalim ou encore l'allègement de la fiscalité des baux agricoles. Pour finir, je voudrais avoir une pensée pour nos éleveurs qui subissent actuellement, vous l'avez évoqué, une grave crise sanitaire qui menace dans de nombreuses régions les cheptels ovins et bovins. Ces épizooties provoquent des situations dramatiques pour les élevages qui en sont victimes, comme j'ai pu le constater dans mon département du Rhône ces derniers jours. Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement propose une campagne de vaccination volontaire avec la prise en charge par l'État de certains vaccins. La stratégie vaccinale mise en place ainsi que les programmes d'indemnisation des éleveurs d'ovins et bovins touchés par ces maladies vous paraissent-ils à la hauteur de la crise ? Et vous avez un petit peu évoqué ces sujets, mais est-ce que vous avez de votre côté chiffré les besoins à venir, enfin immédiats et à venir, en vue notamment de ce qui pourrait se passer potentiellement en 2025 ? Merci. Merci, cher collègue, Monsieur Rousseau. D'abord, merci de faire référence au travail qui a été formulé. Je voudrais juste vous indiquer sur 2 points que vous avez soulevés, monsieur le député. Le fait que concernant les prêts de trésorerie qui étaient très attendus, et notamment l'accompagnement par la BPI, il ne s'en est pas fait un seul au moment où je vous parle. Et donc, c'est une attente qui demeure, et c'est une des raisons pour lesquelles cette urgence est importante. Et puis, vous aviez fait écho d'Éco-Phyto 2030. Nous, notre sujet, c'était le
pas d'interdiction sans solution, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que la production française se retrouve en incapacité alors qu'un certain nombre de nos compétiteurs ont des matières actives dont on ne dispose plus. C'est juste un sujet d'équité, mais on veut continuer à travailler, et je le dis parce que je trouve que la députée est sortie, donc on ne pourra pas dire que je sers les choses, mais en tous les cas, il y a un travail qui avait été fait avec le ministère de l'Agriculture pour faire en sorte qu'on trouve les voies et moyens de conserver un certain nombre de matières actives, y compris dans des sujets de production orpheline. Le sujet, c'est pas d'être accro-phyto, le sujet, c'est vraiment de faire en sorte qu'on continue à pouvoir produire en France et de pas apporter des produits qui utilisent ces matières actives et que nous n'avons pas en France. Sur le sanitaire, donc, au ce moment, est-ce que le dispositif convient ? Sur les vaccins, on en a besoin urgemment. Il y a un certain nombre de commandes qui ont été faites. Est-ce qu'on est parti trop tard ? Moi, ce qui compte maintenant, c'est qu'on rattrape le retard et qu'on aille très très vite. Mais sur l'indemnité, on n'en parle pas. L'indemnité, je voudrais le dire, c'est indemnité de perte et indemnité de perte d'exploitation. C'est les deux. C'est pas juste l'animal mort, c'est aussi celui qui a avorté, celui qui a pas. Voilà. On pense que c'est à hauteur de 300 € par brebis. On a dit qu'on pensait qu'à la fin, il y aura à peu près 10% sur le carreau. Il va falloir entre 100 et 150 millions, c'est sans les bovins. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe LFI, Madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, et Monsieur le Président Rousseau. D'abord, je voudrais dire qu'on partage avec vous beaucoup d'inquiétudes. D'abord, l'absence totale d'un gouvernement responsable depuis 3 mois, l'enchaînement des crises, rester sans réponse, et par exemple avec le problème que vous soulignez à juste titre de l'accès pour tous au vaccin, les paiements des mesures agro-environnementales, des aides bio qui restent en attente, bref, tout ça qui fragilise encore un monde agricole en proie non seulement à une crise systémique, mais à une année particulièrement difficile, et on comprend et on partage votre colère. Elle est d'autant plus forte pour nous que nous avons des éléments du budget 2025 et que pour l'instant, vous le savez, le budget agricole, si l'on compte l'inflation, serait amputé d'après nos ressources en tout cas, mais vous savez que nos sources, elles sont malheureusement partielle ou même inexistante, puisque le Premier ministre s'est mis hors la loi hier en ne donnant pas les documents budgétaires au président de la Commission des finances. Manifestement, il y aurait une baisse de 8% du budget agricole, ce qui est évidemment pour nous inadmissible, et nous aimerions savoir sur quoi, par ailleurs. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais c'est au bas mot 400 millions d'euros. Évidemment, nous nous battrons contre ça, si c'est bien le cas, lors de l'examen du projet de loi de finances. Surtout que toute la rhétorique du gouvernement précédent a été, pendant la loi d'orientation agricole, qui était quand même globalement vide, surtout qu'heureusement, on a retiré le groupement foncier agricole d'investissement et le bachelor agricole. Cette loi d'orientation agricole globalement vide, eh bien, la rhétorique, c'était « ne vous inquiétez pas, nous rajoutons 1 milliard sur la table ». Bon, et on apprend aujourd'hui qu'il y aurait moins 8% dans le prochain budget agricole. En tout cas, sachez que nous serons extrêmement vigilants. Deuxièmement, eh bien, nous avons des forts points d'accord que nous allons défendre. D'abord, la nécessité de créer et de financer des contrats de transition agroécologique, parce que nous pensons que, eh bien, d'abord, les agriculteurs veulent faire la transition agroécologique, mais que pour ça, il faut les protéger, d'où notre opposition aux accords de libre-échange et bien sûr à celui avec le Mercosur, mais aussi avec le Canada, actuellement en œuvre, même s'il n'y a pas eu d'accord de l'Assemblée nationale. Nécessité de les protéger, mais de les soutenir aussi pour faire cette transition agroécologique. Deuxièmement, c'est une bataille aussi, le fait qu'il y ait une obligation d'indication géographique des produits, qu'ils soient des produits agricoles bruts ou des produits transformés. Troisièmement, et c'est central pour nous, parce que pour nous, c'est la raison principale de mobilisation des agriculteurs, le fait d'avoir des prix rémunérateurs garantis. Alors, on peut avoir un débat sur prix plancher, etc. Comment, mais vous le savez, nous avons porté cette idée, cette nécessité dans une niche parlementaire en ce qui concerne le nouveau Front populaire, dans plusieurs niches d'ailleurs. Et surtout, nous souhaitons que, le rapport sur l'évaluation des Galim, je ne parle pas de celui de Babo Izard, mais celui réalisé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale dont je fais partie, que ce rapport, qui a été interrompu par la dissolution malheureusement, puisse être pris au plus vite pour que nous puissions faire des propositions claires et nettes pour une véritable transformation de la loi Egalim qui permette d'avoir des prix justes aux agriculteurs. Je finirai juste par une idée en disant que pour nous, en tout cas, nous sommes face à un tournant historique. D'accord, parce qu'en fait, il y a 2 modèles possibles face à la fois à la dérégulation des marchés et à la crise écologique. Soit on s'enferre dans un agrandissement, une sélection des exploitations, une course aux investissements et aussi à l'endettement, soit on permet de protéger, de soutenir
l'agroécologie, entre autres, et de soutenir l'agriculture familiale, ce qui demande pour nous, face à cette crise systémique de l'agriculture, une transformation globale et profonde des politiques agricoles. En tout cas, c'est ce que nous défendons à la France Insoumise et dans le nouveau Front populaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il vous reste 22 secondes. Alors, juste vous dire que je vous remercie, Madame la députée, d'avoir soulevé le sujet du non-paiement d'un certain nombre d'aides, puisqu'au moment où je vous parle, sur les aides 2023, il reste un certain nombre de dossiers qui ne sont pas payés, et je le dis devant la représentation nationale, on a des craintes que le paiement des aides 2024 au 16 octobre pour les agriculteurs ne soit pas au rendez-vous. Donc on n'y hurle pas avant d'avoir mal, mais il me semble que c'est important qu'on puisse s'assurer que les choses soient en bon ordre. Sur les prix rémunérateurs, on en a déjà parlé, vous savez que nous, on est plus attachés à la construction du prix en marche avant parce qu'on est dans une économie qui est ouverte et que ce qui nous intéresse, c'est la rémunération de la matière première agricole au coût réel, et là on est prêt à discuter. Et puis ensuite, vous l'avez dit, les agriculteurs veulent bien évoluer, mais pour ça, il faut leur en donner les moyens, et c'est pas les comptes de résultats cette année qui vont permettre de pouvoir accompagner ça sans aide particulière. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste, Monsieur Dominique Potier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Rousseau, on a eu l'occasion avec le groupe socialiste de dialoguer il y a peu de temps, donc mes questions vont être en complément de ce dialogue que nous avons déjà entretenu comme avec l'ensemble des forces syndicales. Elles portent sur un élément conjoncturel, l'élevage, je finirai par ça, mais d'abord par les éléments de compétitivité structurelle qui avaient mobilisé le mouvement de manifestation. Et je voudrais vous redire, à la lecture de la proposition de loi, qui est une contribution au débat public, il ne faut pas le prendre autrement, que vous avez réalisé, 3 points que nous avons signalés qui nous semblent manquer pour une véritable compétitivité durable de l'agriculture. La question de la régulation du marché foncier avec les effets de spéculation, au-delà même des questions d'installation, ça serait une perte de compétitivité d'avoir un phénomène spéculatif sur le foncier. Deuxième question, la question de l'amont est une question qui est peu explorée, peu documentée. Alors nous savons que sur la mécanisation, sur les intrants, il y a des mouvements de prix qui sont absolument incontrôlés, injustifiés, une fiscalité qui est souvent obscure, et des mécanismes qui sont délétères pour le revenu des exploitants. Est-ce que vous êtes prêts à suivre, par exemple, notre proposition, accompagner, à soutenir la proposition que nous formulons d'une extension de l'Observatoire des prix et des marges au secteur amont de l'agriculture? Enfin, sur les concurrences déloyales, on parle beaucoup, on fait des plaidoyers pour, contre, etc. Il faut rentrer dans la précision technique des sujets. Nous avons formulé une proposition avec le groupe socialiste, mais signée par 7 groupes et portée par 70 députés. J'aimerais avoir votre expertise dessus. C'est une effectivité des clauses miroirs, avec des solutions qui permettent réellement de lutter contre les concurrences déloyales, notamment en matière de présence de molécules, de détection des molécules chimiques qui sont interdites chez nous et qui sont présentes chez nos compétiteurs internationaux. Enfin, je voudrais terminer par la question de l'élevage. Il y a la question des crises sanitaires que vous avez décrites à l'envi. Elles provoquent non seulement des pertes de revenus, mais on peut tous en témoigner, une forme de désespoir qui est terrible. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme la prédation. C'est pas seulement les pertes économiques, c'est les pertes. Il y a un effet moral sur les éleveurs qui est désastreux, et on est nombreux ici à pouvoir en parler avec beaucoup de sentiments. Donc, on est très sensible à ça. Quelles leçons je voudrais pas que les crises sanitaires obèrent d'autres fragilités de l'élevage. Aujourd'hui, il y a une crise de vocation. Il y a un mouvement d'agrandissement, de végétalisation qui fragilise l'élevage. Il y a une crise de vocation. Est-ce que vous aviez un plan élevage? Qu'est-ce que vous attendez de ce plan élevage? Il figure peu dans la proposition de loi que vous avez faite. Est-ce que vous avez des idées à exprimer pour qu'on ait une ambition élevage pour l'ensemble des territoires français? Sinon, on ne pourra pas parler d'agroécologie. Le reste, ça sera de la littérature. Mais j'aimerais également que sur les vaccins, au-delà des combats que nous portons tous pour l'accès aux vaccins rapides dans les différents sérotypes, etc., vous nous disiez s'il y a des adaptations structurelles de la pharmacopée française et de l'industrie du médicament pour que demain, nous puissions être plus réactifs en France, en Europe et dans le monde à des attaques sanitaires qui pourraient devenir plus fréquentes avec le dérèglement climatique. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais commencer sur la partie élevage, dire que le plan élevage est bien dans le premier point de notre plan entreprendre dans l'agriculture, dans la notion souveraineté alimentaire. Vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui il y a un recul de l'élevage très fortement par rapport à différentes causes. La première, c'est le revenu. Tout ce qu'on a fait sur Egalim, aujourd'hui on voit quand même les premières prémices. Je suis producteur de lait, quand on voit la prise en compte des coûts de production et l'organisation via les OP, et c'est
ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les OP doivent discuter avec le metteur en marché avant d'aller discuter avec la grande distribution dès maintenant, dès les prochaines discussions commerciales, pour à chaque fois cranter le prix, et la prise en compte des coûts de production est indispensable. Après, il y a tout le travail du temps passé, et c'est pour ça qu'il faut porter ces éléments-là. Et puis après, on a décliné filière par filière des plans aussi d'investissement, parce que sur beaucoup d'endroits, on est très en retard, et je pense que ces éléments-là, on a des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de faire ce métier, mais il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir le faire. Merci, vraiment très vite. Favorable à ce que l'Observatoire des prix et des marges étende son travail au matériel, et sur le foncier, on en a déjà parlé, on ne l'a pas abordé là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas prendre tous les sujets, mais très favorable à emporter. Après, on a un certain nombre de différences, mais on en a déjà parlé, monsieur le député. Merci beaucoup. Pour le groupe Droite républicaine, monsieur Guillaume Lepers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Rousseau, en début d'année, vous l'avez rappelé, les agriculteurs ont quitté leurs exploitations pour exprimer devant les mairies, les préfectures, sous-préfectures et certains jusqu'aux portes de Paris la colère justifiée qui était la leur. Notre groupe s'est engagé avec détermination pour la défense de propositions concrètes pour le projet de loi agricole, avec quelques avancées à notre actif. Pourtant, à l'Assemblée nationale, les blocages institutionnels et les manœuvres politiciennes ont restreint notre capacité d'action. Tout le monde ne semble pas mesurer l'ampleur de la crise et l'urgence d'y apporter des réponses. Et nous le regrettons profondément. Sur la fiscalité agricole, nous avons clairement pris position pour un allègement des charges, une simplification des démarches administratives et un renforcement de l'aide aux nouveaux agriculteurs. Les discussions budgétaires à venir nous offriront justement l'opportunité de remettre cette question au cœur du débat sans que quiconque puisse se cacher derrière une quelconque excuse. Nous avons également insisté sur l'impératif de réciprocité stricte des standards appliqués aux produits agricoles français et importés. Il est inacceptable que nos agriculteurs soumis à des normes exigeantes soient mis en concurrence avec des produits de pays aux exigences bien moindres. Si cette distorsion n'est pas corrigée rapidement au niveau européen, elle met en péril l'avenir de notre agriculture française. Concernant le droit à l'erreur, le ministre de l'Agriculture a restreint la portée de notre amendement initial. Malgré son importance cruciale pour les agriculteurs, comment, Monsieur le Président, la décision du ministre a-t-elle été perçue par les agriculteurs? Il est maintenant urgent de passer des paroles aux actes. Le pacte législatif proposé par notre groupe porte des mesures fortes sur ces différents sujets. Nous demandons donc aujourd'hui leur intégration dans un véritable loi de programmation agricole. J'aimerais sur ce point qu'il ne s'agisse pas d'un texte sans ambition, mais qui change réellement le quotidien de nos exploitants agricoles. Je vous remercie d'avoir expliqué votre point de vue sur la nécessité de revoir le projet de loi, d'aller plus vite et d'aller plus loin. Depuis des années, mes chers collègues, le monde agricole exprime un mal-être grandissant. Dans cette période particulièrement difficile, marquée, vous l'avez dit, par des aléas climatiques terribles, des récoltes catastrophiques et des crises sanitaires inédites, nous entendons tous gronder la colère dans nos campagnes. De la cas où les décisions ne seraient pas à la hauteur des attentes et pas assez rapides, nous pouvons craindre de nouvelles mobilisations. Quel est votre ressenti, Monsieur le Président, et quelle serait la position de la FNSEA dans cette éventualité? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Smessart. Sur la fiscalité, ce qu'on va porter en priorité pour le projet de loi de finances, c'est justement la mise, simplement qu'on retrouve tous les éléments des engagements du Premier ministre et du Président de la République du début de l'année, et notamment l'épargne de précaution. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse de la gestion pluriannuelle. C'est le fait de ne réintégrer que 70% de ce qu'on épargne en épargne de précaution. On réintroduit l'année quand même où les revenus sont plus faibles. Donc, mais par contre, c'est vraiment un signe important. Ça répond aussi à ce souci des fois qu'on par peur de payer de l'impôt ou de la MSA, on va aller justement introduire dans un tracteur. Donc, c'est de la défiscalisation plutôt que de gestion pluriannuelle. Et donc, les autres éléments, c'est la TFNB,
diminuer la pression foncière sur ces éléments-là. Et puis, c'est la mesure élevage pour justement éviter la décapitalisation liée à l'inflation et liée à l'augmentation de la valeur des animaux. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Benoît Biteau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Arnaud et Luc de venir vous exprimer devant nous. Je vais peut-être rappeler une évidence, mais ça me paraît fondamental, c'est que nous, notre rôle ici, parlementaire, c'est d'essayer d'agir à la fois dans la réglementation et dans les politiques publiques. C'est des évidences que je souhaite rappeler parce que dans mon propos, ça va être un peu le leitmotiv. J'ai envie de revenir sur un sujet qui est plus conjoncturel, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, des aléas sanitaires, des aléas climatiques, qui sont effectivement impactants immédiatement pour les agriculteurs. C'est je vais pas citer toutes les maladies qu'on a évoquées. C'est la faible récolte de blé liée, par exemple, aux conditions climatiques, et s'interroger sur quels sont les outils pour répondre très rapidement à ces aléas. Et vous posez la question très, très concrètement de est-ce que on va enfin, alors qu'on a cet outil à l'échelon de l'Union européenne, mobiliser la réserve de crise pour essayer d'accompagner les agriculteurs qui sont dans ces difficultés et faire jouer ce qu'on appelle, et c'est pas un gros mot, la solidarité entre ceux qui sont pas forcément concernés par ces aléas cette année, mais qui viennent en solidarité de ceux qui le sont. Et l'année suivante, ce sera peut-être l'inverse, mais c'est ça l'objectif de la réserve de crise. Et malheureusement, cette réserve de crise n'est jamais mobilisée. Et donc, je pense que ce serait important que la profession agricole, par la voie de la FNSEA, interpelle le commissaire européen sur la possibilité, au moins pour la France, les autres pays feront bien ce qu'ils voudront, la possibilité de mobiliser cette réserve de crise. Ensuite, je voulais aborder des sujets plus structurels. Parce que si on a des aléas qu'on peut qualifier de conjoncturels, c'est que souvent, on a des difficultés structurelles. Et je vais reprendre, Arnaud, les 3 sujets mis sur la table, que sont revenus, compétitivité, attractivité et production. C'est les 3 thèmes qui ont fait l'objet de votre propos. D'ailleurs, je vais associer revenu et attractivité, parce que derrière ce revenu et cette attractivité, il y a aussi le renouvellement des générations. Et on ne créera pas d'attractivité si on n'est pas performant sur la constitution du revenu. Et c'est là, et c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler notre rôle, où les politiques publiques peuvent jouer un rôle. Et donc, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, des paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire que on parle beaucoup de production, mais et je viens d'un parlement où le commissaire européen nous a rappelé à l'envi que ce qui menaçait la productivité de la ferme Europe, ce qui menaçait le revenu des agriculteurs, c'est précisément le dérèglement climatique, c'est précisément l'effondrement de la biodiversité. Et donc, dans cette conjoncture-là, structurellement, on doit faire en sorte que des politiques publiques accompagnent, via des paiements pour services écosystémiques, le revenu de ceux qui s'attaquent frontalement au dérèglement climatique, qui s'attaquent frontalement à l'effondrement de la biodiversité, et que ça constitue une rémunération pour ces acteurs-là. Ensuite, je voulais venir aussi sur, on a évoqué rapidement les produits phytosanitaires, éco-phyto, et l'adhésion des Français, le soutien des Français lors du mouvement des agriculteurs. Moi, je vous interroge aussi clairement sur le fait qu'on doit replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. Je pense que la manifestation des citoyens nous y invite. On doit replacer ce sujet dans un débat de société, parce que les Français sont prêts à soutenir les agriculteurs, mais il faudra des contreparties, il faudra de la réciprocité, et il faudra que l'agriculture soit au rendez-vous des attentes sociétales, des attentes citoyennes. Et je viens d'une région où on a des enfants qui sont victimes de cancer pédiatrique. Et malheureusement, le lien entre cancer pédiatrique et pesticides est avéré. Donc, il faudra qu'on travaille aussi avec les attentes sociétales et citoyennes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, chers collègues. Malheureusement, il ne vous reste pas de temps pour répondre. Donc, on passe à l'orateur de groupe suivant. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Rousseau, cher Luc, je vais tout d'abord aborder en premier lieu, au nom du groupe démocrate, une question qui m'est chère, vous le savez, c'est la loi d'orientation agricole, adoptée par notre Assemblée ici en première lecture par 40 voix, 149-3,
et j'en étais un des rapporteurs. Malheureusement, 2 ne sont plus là et je sais tout le travail qu'on a fait, que nous avons fait. On a beaucoup travaillé avec vous, avec les JA, avec tous les syndicats et les différentes fédérations. J'ai aussi multiplié à l'époque les contacts avec tous les acteurs agricoles. Certes, le texte ne répondait pas à tous les enjeux, vous avez exprimé, vous avez dit ce qui manquait, j'ai bien entendu votre projet, mais il était indéniablement utile aux thèmes qui étaient abordés. Je pense en particulier à l'installation, à la simplification. C'est un chapitre entier qui a été rajouté suite aux événements de l'hiver dernier. On a beaucoup travaillé dessus ensemble. Donc, Monsieur Rousseau, ma question, c'est quelles sont aujourd'hui les attentes du terrain? J'ai bien entendu, j'ai eu la présentation de Luc de votre projet Entreprendre en agriculture. Mais est-ce que vous ne pensez pas que reprendre tout le débat à zéro, sur une base nouvelle, ne reculera pas trop dans le temps l'adoption de solutions concrètes que les agriculteurs attendent? Et pour certaines, ils l'attendent de manière urgente. Donc ma question, et puis certains points que vous avez évoqués sont très liés au PLF, que ce soit ce que tu as évoqué, Luc, l'épargne de précaution, la TFNB, tout ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas plus d'urgence, je pense, ma question elle est là, à ce que ce texte déposé au Sénat le 28 mai continue sa route très rapidement pour qu'on sorte cette loi, certes peut-être modifiée au Sénat, avant la fin de l'année. Voilà, c'est ma question et j'en ai parlé avec le président de la commission. Ma deuxième, rapide, c'est que je sais qu'on partage la volonté de mieux encadrer et sécuriser les projets agrivoltaïques. J'en parle souvent avec Olivier Daugé chez vous. Mais ne pensez-vous pas que nous avons intérêt aujourd'hui à atterrir sur un modèle contractuel obligatoire? On a beaucoup travaillé ça avec mon collègue Potier aussi, quitte à ce qu'il s'éloigne du fermage plutôt que de proposer une adaptation du fermage qui ne sera de toute façon que rarement utilisée. Enfin, sur le mouton, moi j'ai une région à mouton, oui, les trésoreries sont à plat. Il faut qu'on trouve une solution aux revenus des éleveurs, sinon on aura des accidents, j'en suis persuadé. Sur le Mercosur, j'étais porteur d'une résolution transpartisane en juin dernier, qu'on a tous voté quasiment à l'unanimité contre la signature de l'accord. On en a reparlé au niveau du MODEM avec M. Barnier quand il est venu vous voir aux journées parlementaires. Il a dit, comme tu l'as dit Arnaud, que essayer de trouver une minorité de blocage et si pas, un veto. Et c'est ce qu'ils ont dans la tête aujourd'hui. Enfin, un petit détail sur la BPI, puisque j'ai questionné Nicolas Dufour la semaine dernière. Sa réponse, et je l'ai ici par SMS, elle est active. Donc maintenant, il faut que les banques discutent de la garantie d'État. Donc voilà, je pense que je le dis sur la table. J'ai un SMS qui me confirme qu'elle est active depuis la semaine dernière. Donc c'est des choses à voir ensemble et voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur le Président. Je me réjouis que la BPI active. Encore une fois, moi, je suis un homme de pragmatisme. C'est est-ce que à un moment, les agriculteurs sur le terrain peuvent bénéficier de ce cautionnement ou pas? Au moment où on se parle, c'est non. Si demain, c'est oui, on s'en réjouira. C'est ce que j'ai dit. Sur le timing, encore une fois, l'idée, c'est que chacun fasse son boulot. Nous, notre boulot, c'était de dire voilà ce qui manque et voilà ce qu'on veut amener au débat. Ensuite, il appartiendra aux parlementaires de savoir, et moi, je n'ai pas de levier pour savoir si oui ou non le Sénat reprendra ou pas les textes. En tous les cas, s'il est repris in extenso pour que ça aille vite, il manquera un certain nombre de choses dedans, notamment des mesures fiscales. Et il nous paraissait important, et je compris que le sujet du PLF était quand même un sujet qui vous concernait, qu'on puisse en discuter rapidement. Sur les sujets des moyens de production, sur le sujet de l'agrivoltaïsme, sur le sujet des Galim, on a aussi besoin de réponses. On comprend que de toute façon, on ne sera pas dans les délais et que la prochaine négo commerciale sera à nouveau une discussion qui sera difficile avec l'ensemble des acteurs. Sur l'agrivoltaïsme, allez-y. Sur l'agrivoltaïsme, nous, on est favorable, et les départements ont la main, à ce que rapidement, là aussi, on puisse discuter. Les doctrines ne sont pas les mêmes, mais c'est les CDPNAF qui ont la main. Et ce qu'on veut, c'est les projets dans lesquels on s'assure que la répartition de la valeur est juste. Mais on a fait un travail de fond, et je me réjouis que ces textes sortent. Après, chaque département a une CDPNAF qui donnera la doctrine départementale. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Horizon, Monsieur Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, Pascal a un peu anticipé la question que je voulais vous poser, puisqu'on a, dans le projet de loi d'orientation agricole, quand même répondu à un certain nombre de questions, notamment sur le sens, sur les niveaux de production, ce qui était assez novateur. J'entends le travail que vous venez de faire et merci de l'avoir fait, mais y a-t-il ou n'y a-t-il pas une urgence dans le monde agricole en termes de réponse? Et que si on doit reprendre de zéro l'examen d'une loi, je ne sais pas en quel mois, de quelle année ça nous porte, encore plus avec notre configuration. Donc, ne serait-il pas plus sage
ne serait-il pas plus sage de simplement reprendre le texte au Sénat et de continuer à avancer malgré les incomplétudes et après, on a effectivement une question majeure, qui est la question du foncier. Et sur la question du foncier, on parle des revenus agricoles, mais il y a aussi les typologies d'installation sur lesquelles on met les gens qui sont derrière. Donc, c'est lié à la question des GaLim, c'est lié à la question de l'agrivoltaïsme, c'est lié à la question des phytos. Enfin, tout ça, c'est l'équilibre de l'exploitation. C'est justement une manière de changer de vision sur la manière dont on installe les gens. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre la pression pour que ce texte soit repris, qu'on le finisse correctement, qu'on l'adopte, qui est déjà un premier élément de réponse, et que derrière, on complète, notamment par des dispositions que vous pouvez proposer dans votre rapport, sur la question du foncier, en prenant en charge nos sujets, phyto, agri-photo, GaLim et revenus agricoles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je redis que notre rôle, c'était d'amener la complétude des sujets. Encore une fois, il y a un sujet d'urgence, et puis, pour rien vous cacher, cette loi, on en parle depuis plus de 2 ans. On avait dit le prochain semestre, bientôt. Donc voilà, moi, je veux bien assumer ma part de responsabilité, mais enfin, il faut que chacun aussi fasse son job. Et pour le coup, celui-là ne me relève pas de ma compétence. Donc voilà, mais ce qui compte pour nous, encore une fois, c'est que des réponses soient apportées. Et vous voyez bien le degré d'urgence. Par ailleurs, il me semble que les parlementaires ont un droit d'amendement, donc il vous appartient de l'utiliser. Depuis le début, on se balade entre l'article 40 et l'article 45 pour dire ça rentre pas. Donc encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste, je vous laisse faire le travail de parlementaire. Je dis simplement que notre rôle, c'est d'indiquer l'urgence. Si le Sénat veut s'en emparer, eh bien, on accompagnera évidemment ce travail, comme on le fait depuis le début, mais on ne nous reprochera pas, dans le contexte que j'ai décrit extrêmement anxiogène, de ne pas avoir été une force de proposition qui met tout sur la table. Je crois que c'est notre rôle. Et ensuite, si les parlementaires décident que ce texte doit aller à son terme, eh bien, nous l'accompagnerons, en soulignant par ailleurs qu'un certain nombre de domaines n'ont pas été abordés et nous les avons mis dedans. Je le dis parce que, comme c'est plus de 2 ans d'attente pour un bout de texte qui ne nous paraît pas complet, vous comprendrez que le degré d'inquiétude qui est le nôtre de dire le reste on le traitera un peu plus tard est quelque chose qui nous préoccupe. Voilà, encore une fois, moi j'ai besoin que ça avance. Et si ce qui est là est repris par le Sénat, on s'en réjouira et évidemment on fera ce travail. Merci. Il vous reste 1 minute, Monsieur Alfandari, si vous voulez reprendre la parole. Je veux bien, Monsieur le Président. Non, mais on se rejoint totalement là-dessus. Mais justement, dans les choses incomplètes, pour toujours en revenir sur le foncier, il y avait quand même, au-delà du système qu'on utilise pour porter, pas porter le foncier, acquérir, pas acquérir le foncier, etc., une ambiance qui consistait à dire, finalement, on va avoir un renouvellement des générations absolument gigantesque, mais certains ont dit, oui, mais il n'y aura pas de problème de mobilité de la propriété du foncier. Y a-t-il ou y a-t-il pas un problème à venir dans les 10 prochaines années sur la mobilité du foncier ? 8 secondes, Monsieur le Président. Oui, il y a un sujet de statut du fermage, on en a déjà parlé et on est prêt à en discuter. Et je voudrais rappeler ici quand même devant la représentation nationale que les fermes françaises, au regard de leurs compétitrices européennes, sont quand même des fermes familiales à l'échelle modeste. Nous, ce qui compte, c'est qu'on continue à avoir des exploitations majoritairement à capitaux familiaux, je le dis très majoritairement, et on s'est opposé au GFAI, je le redis aussi, et par ailleurs, qu'on puisse transmettre rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour le groupe Lyot. Pour le groupe GDR, Monsieur Yannick Monet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Rousseau, ma première question porte sur la grave crise sanitaire qui touche nos éleveurs ovins et bovins, puisque la contamination et la mortalité sur les exploitations ovines atteint des niveaux jamais atteints. Le désarroi et l'impuissance des éleveurs est à la hauteur des pertes subies à venir, mais aussi des perspectives particulièrement alarmantes pour les exploitations comme pour la filière. Au-delà des engagements qui viennent d'être pris au niveau ministériel pour la reconnaissance comme cas de force majeure dans la gestion des aides de la PAC, les députés communistes, par l'intermédiaire d'André Chassaigne, demandent au Premier ministre de prendre plusieurs mesures d'urgence que je vous demanderai d'apprécier. La première, c'est l'engagement de l'État à apporter un plan spécifique de soutien aux éleveurs, non seulement en abondant le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale à la hauteur des besoins d'indemnisation constatés sur les élevages, mais aussi en demandant l'activation de la réserve de crise de la PAC. La deuxième, c'est bien entendu la sécurisation et la mise à disposition de tous les éleveurs des quantités suffisantes de vaccins nécessaires pour les stéréotypes 8 et 3 et leur prise en charge.
Et la troisième, c'est une information claire et un accompagnement spécifique des éleveurs touchés dans l'ensemble de leur démarche administrative dans les mois à venir. Et au-delà de ces mesures d'urgence, nous demandons aussi qu'un travail de fond soit lancé pour permettre à notre pays de se doter de capacités propres de recherche et de production, y compris publiques, de produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire, et la mise en chantier d'un vrai système public de prévention et de gestion des risques sanitaires et climatiques que nous réclamons depuis longtemps, système qui doit être adossé à un régime public couvrant toutes les productions agricoles et toutes les exploitations. Donc j'aimerais connaître votre sentiment sur l'ensemble de ces propositions. Puis une deuxième question rapide, suite à l'annonce d'une possible signature de l'accord Mercosur d'ici fin novembre, ce qui constitue un énième pied de nez à tous ceux qui défendent les principes d'un juste échange et du respect de la réciprocité des normes, j'aimerais connaître l'action que conduit la FNSEA au niveau européen pour rassembler les agriculteurs et notamment les éleveurs des autres pays de l'Union européenne et leurs organisations syndicales autour de cet enjeu. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Merci, monsieur le député. Sur la crise sanitaire, je partage l'intégralité de la première partie de vos propos sur le fait d'indemniser rapidement les exploitants, et je l'ai dit tout à l'heure, à la fois sur les pertes directes et sur les pertes indirectes, et j'ai fait un chiffrage. Là, évidemment, la connaissance de cas de force majeure. Sur la mutualisation, ça me permettra de répondre à monsieur le député Biteau sur la réserve de crise, puisque dès que nous avons sollicité le ministre démissionnaire de l'Agriculture pendant l'été, nous l'avons sollicité pour interroger directement Bruxelles, à un moment où il n'y avait pas forcément grand monde au bout du fil, parce que, évidemment, Bruxelles est aussi en ce moment en plein mouvement. Donc, maintenant qu'on a un commissaire, avant qu'il soit confirmé, on ira lui poser la question, et évidemment, on souhaite que ça soit rapidement possible. Je rappelle que le chiffrage à ce stade dépassera les 100 millions d'euros au moment où je parle, et on n'est pas au pic, évidemment, de la crise. En tous les cas, c'est notre estimation. Pour les sujets ensuite de recherche, on est très favorable à la mise en place de banques géniques qui nous permettent d'anticiper. Je voudrais quand même rappeler qu'on a un certain nombre de grands laboratoires en France. Je pense notamment à Ceva, mais à d'autres, qui contribuent à de la recherche et à l'innovation sur des fonds privés. Est-ce que ça doit être un service public ou pas? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité, pour ne rien vous cacher. Et je reconnais que l'ADGL, dans le travail, en tous les cas, de screening et d'avancée, est un partenaire efficace. Après, on peut s'interroger sur est-ce que ça a été le temps de réaction a été assez rapide ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut avancer. Donc les banques géniques nous paraissent être importants parce qu'on voit bien, y compris pour le sérotype 8, qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est un variant, et que la FCO8, qui n'était pas forcément aussi mortelle sur les troupeaux, elle est aujourd'hui dans des proportions qui sont intenables. Et j'avais encore un éleveur de la Loire avant de venir vous venir. Aujourd'hui, le degré de désespoir et le moral est au plus bas pour des gens qui ne savent plus comment faire pour pouvoir apporter une réponse à ce sujet. Sur le Mercosur, il me semble avoir répondu. On est raccord avec un certain nombre de nos collègues européens qui eux-mêmes peuvent avoir des problèmes avec leur propre gouvernement. Je pense à nos collègues allemands qui sont plutôt raccord avec nous, mais faisons le constat que leur gouvernement n'est pas favorable à renoncer au Mercosur. Voilà. Donc, en tous les cas, on travaille au niveau du COPA. Merci, Monsieur le Président. Et enfin, pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les vignerons sont confrontés à une baisse durable et substantielle de la consommation de vin, tant en France qu'en Europe. La détresse de plusieurs d'entre eux a pu être identifiée pour des raisons multiples que vous avez par ailleurs évoquées, tant sur les aléas sanitaires que sur la multiplication des normes, tant sur la transmission des exploitations que sur la valorisation du métier. Pour autant, la question du marché est centrale en la matière. Tous les indicateurs le montrent, la consommation ayant ainsi diminué en volume de 70% en 60 ans dans le pays. L'évolution des habitudes de consommation est flagrante et la jeune génération n'y fait pas exception. Compter sur une inversion de la courbe à périmètre constant serait donc utopiste. Alors que les surfaces cultivées ne varient pas dans un tel ordre de grandeur, quelles sont vos préconisations pour assurer des perspectives sereines à notre filière viticole? En particulier, et selon vous, quelle organisation devrait être mise en place pour favoriser 1. L'ajustement des capacités de production si besoin, 2. La montée en gamme des exploitations, 3. La conquête de nouveaux marchés à l'étranger, et 4. L'adaptation aux nouvelles attentes du marché national. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le Président. Ça dure jusqu'à quelle heure, ce truc? Pardon.
Merci, monsieur le député. Donc effectivement, sur le secteur viticole qui est un des secteurs les plus touchés par la crise en ce moment, on distinguait bien les différentes régions parce que toutes ne rencontrent pas la même problématique. Mais en tous les cas, nous travaillons sur les sujets avec l'Europe et la possibilité que rapidement soient donnés les arbitrages quant aux conditions d'arrachage, qu'elles soient définitives ou temporaires, ce qui nous paraît un premier élément. Madame la députée Laporte, vous avez parlé tout à l'heure de 100 000 hectares. Nous n'y sommes pas au moment où nous parlons parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous convoquer, on va convoquer les 16 meilleures équipes pour faire comme souvent, tout le monde comprend la nécessité d'arracher, mais pas toujours chez soi, mais plutôt un peu chez les autres. Et donc, on a besoin d'avoir un exercice de responsabilité. Et donc, nous, on porte la possibilité d'accompagner, et je le dis aussi, avec des montants à l'hectare qui ne sont pas aujourd'hui suffisants. Et donc, on continue à travailler pour faire en sorte qu'on puisse avoir ça. Ça, c'est pour ceux qu'il faudra qu'on accompagne. Et je redis que c'est un choix individuel d'entreprise, évidemment. Mais on a besoin aujourd'hui de pouvoir faire ce mouvement. Ensuite, sur les conditions de marché. Alors, un mot sur l'exportation. On est quand même très attaqué sur tout un tas de marchés pour tout un tas de sujets qui d'ailleurs échappent complètement parfois au sujet de la viticulture. Je pense à des sujets Airbus, je pense à des sujets chinois, je l'ai indiqué, qui viennent gréver très majoritairement. On a besoin sur ce marché de continuer à exporter. Sur la montée en gamme, on est assez méfiant parce que de la montée, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir irriguer l'ensemble des gammes, entrée de gamme, cœur de gamme et haut de gamme. Et on a, me semble-t-il, abandonné l'entrée de gamme et on s'est fait tailler des croupières, notamment par les vins espagnols, pour une grande partie. On a besoin de reprendre aussi l'ensemble des marchés. Et enfin, sur la segmentation du marché, on a besoin de travailler des produits effectivement plus attractifs. Donc, c'est tout le travail qui est fait sur la désalcoolisation, sur des vins de typicité différente, qui permettent à certains secteurs qui étaient en crise il y a quelques années d'avoir progressé et de trouver des solutions. Mais là encore, il faut le faire en situation de construction. On a devant nous des sujets graves et urgents de restructuration, notamment concernant un certain nombre de caves coopératives qui sont aujourd'hui dans des situations intenables sur le plan économique. On a besoin de projeter les producteurs. On a besoin d'adresser la question du changement climatique avec un certain nombre de typicités de cépages. Donc tout ça est un travail de longue haleine, mais il y a la volonté évidemment de pouvoir donner des perspectives. Le vin français est très attaqué, on a besoin de continuer à le faire. Je le dis aussi parce qu'il y a tout un tas de sujets qui relèvent du comportemental sur lequel on a parfois des bras de fer avec le ministère de la Santé, alors qu'il nous semble que c'est quand même un produit identitaire de ce qu'est notre pays et sur lequel on a besoin de continuer à avancer. Dans certains secteurs, c'est évidemment des pans entiers de l'économie qui sont en difficulté. J'aurai l'occasion d'aller dans le Gers ce soir et je sais que notamment dans ce département, on a des vrais sujets à adresser. Merci, Monsieur le Président.